Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire, tout le monde. La pluie martelait la vitre du taxi comme si le ciel tout entier pleurait la décision qu'Emily Hargrove était sur le point de prendre. Ses doigts tremblaient en serrant la poignée de son vieux sac en cuir usé, le même que sa mère portait avant de partir, emportant avec elle tous les rêves que la famille avait autrefois. Chicago s'étendait devant elle comme un géant de verre et d'acier, indifférent au désespoir d'une femme de 24 ans qui portait sur ses épaules le poids de 2000 vies. Le chauffeur la déposa devant l'Imperial Tower Hotel, un gratte-ciel imposant qui semblait juger chacun de ses pas par sa massive porte-tambour dorée. Emily inspira profondément, sentant la pluie mêlée au parfum coûteux qui émanait du hall. Sa botte toute simple couina sur le marbre poli, tandis qu'elle se dirigeait vers les ascenseurs. Chaque pas résonnait comme un rappel de la distance qui la séparait de chez elle. Il y a 3 semaines, tout s'était effondré. Hargrove Manufacturing, l'usine qui faisait vivre la petite ville de Oak Ridge depuis plus de 50 ans, était au bord de la faillite. L'ancien associé de son père, Victor Langford, avait détourné des millions dans une escroquerie qui avait laissé l'entreprise saigner à blanc par les dettes et les procès. Son père, Robert Hargrove, un homme aux cheveux grisonnants et aux mains calleuses, passait désormais des nuits blanches assis à la table de la cuisine, à fixer des piles de papier qui n'avaient plus aucun sens. « Emily, j'ai échoué envers toi. J'ai échoué envers tout le monde », avait-il dit, la voix brisée, les yeux rougis par les larmes. Elle avait pris ses mains, sentant la rugosité de la peau qui avait tout construit de ses propres forces. « Non, papa. Il reste encore une chance, et c'est pour ça que je suis là. » Alexander Ken. Ce nom sonnait comme une sentence de mort. Un milliardaire impitoyable connu pour racheter des entreprises en difficulté et les transformer en empires ou les détruire complètement, selon son humeur. Il était le dernier espoir, la seule personne disposant du capital nécessaire pour sauver Hargrove Manufacturing, avant que les banques ne saisissent les dettes et que des milliers de familles se retrouvent sans moyens de subsistance. L'ascenseur montait en silence, chaque étage rappelant qu'elle s'éloignait du sol ferme. 23e étage. La porte s'ouvrit sur un couloir au bois sombre et à l'éclairage tamisé. Ses pas s'enfonçaient dans l'épaisse moquette tandis qu'elle cherchait la suite 2307. Quand elle frappa à la porte, elle ne s'attendait pas à ce qu'il ouvre lui-même. Alexander Kahn était exactement ce que les photos laissaient présager, et pire encore. Grand, large d'épaules, costume noir impeccable qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en un an. Mais ce furent ses yeux qui la désarmèrent, gris comme l'acier, perçants, calculateurs. Il la détailla de haut en bas, non pas avec désir, mais avec la froideur de quelqu'un qui évalue un actif. « Mademoiselle Hargrove », dit-il d'une voix profonde et maîtrisée. Entrez, la suite était d'un luxe absurde. Des fenêtres du sol au plafond révélaient la ville illuminée par l'orage. Une bouteille de champagne dans un seau à glace, 2 verres en cristal, et un canapé en cuir qui semblait n'avoir jamais été utilisé. Tout ici criait le pouvoir, le contrôle, la distance. « Asseyez-vous », ordonna-t-il en désignant un fauteuil face à une table basse. Il s'installa lui-même sur le canapé, croisant les jambes avec une aisance exaspérante. Emily obéit, sentant son cœur cogner contre ses côtes. Elle sortit de son sac le dossier contenant les documents de l'entreprise, bilan, prévision, contrat, tout organisé, tout désespéré. « Monsieur Ken, j'ai tout lu », la coupa-t-il en agitant la main. « Votre père a été un idiot de faire confiance à Langford. L'entreprise est ruinée. Les actifs ne couvrent même pas la moitié des dettes. Et vous voulez que j'investisse combien déjà ? 12 millions. » Emily déglutit péniblement. 15 pour éponger les dettes et relancer la production. Avec un plan sur 5 ans, nous ne pouvons rien, mademoiselle Hargrove. Il se pencha en avant, les yeux fixés sur elle comme un prédateur. Je ne fais pas la charité, et votre entreprise ne vaut pas 15 millions. Elle n'en vaut même pas 5. Le silence fut brutal, Emily sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Pas devant lui. Alors, pourquoi m'avez-vous fait venir ? Demanda-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Alexander sourit. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le genre de sourire qui vous retourne l'estomac. Parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez offrir qui vaut bien plus que 12 millions. Emily fronça les sourcils, perdue. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, les mains dans les poches. Les lumières de la ville éclairaient son profil, le rendant encore plus intimidant. Vous, dit-il simplement, l'air sembla quitter ses poumons. Je ne comprends pas. Il se retourna, la regardant avec une froideur qui lui glaça le sang. Une nuit avec moi, autant de nuits que je le voudrais pendant un mois. En échange, je sauve votre entreprise. J'injecte le capital nécessaire. Restructuration complète. Votre ville ne perd pas un seul emploi. Emily sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle se leva, chancela, se raccrocha au dossier du fauteuil. Vous me demandez de. Je vous fais une proposition d'affaires,
dit-il, la voix sans émotion. Vous avez quelque chose que je veux. J'ai quelque chose dont vous avez besoin. C'est aussi simple que ça. Simple, sa voix sortit dans un murmure étranglé. Vous me demandez de me vendre? Non. Il fit un pas vers elle, et Émilie recula. Je vous demande de faire un choix. 2000 personnes vont tout perdre. Ou vous passez un mois avec moi et ils gardent leur vie. Elle secoua la tête, les larmes finissant par couler. Vous êtes un monstre. Peut-être. Il prit une carte de visite sur la table et la lui tendit. Mais je suis le seul monstre prêt à aider. Réfléchissez bien, mademoiselle Hargrove. Vous avez 48 heures. Passé ce délai, l'offre expire. Émilie saisit la carte de ses mains tremblantes, se tourna vers la porte. Avant de partir, elle se retourna, les yeux brûlants de colère et de désespoir. Je n'accepterai jamais ça. Jamais, Alexander ne répondit pas. Il la regarda simplement partir en claquant la porte derrière elle. Mais il savait à la façon dont elle serrait la carte. Il savait au désespoir dans ses yeux qu'elle reviendrait. Et quand elle le ferait, il aurait gagné. Émilie courut dans le couloir, suffoquée, les larmes brouillant sa vue tandis que l'ascenseur descendait. Quand les portes s'ouvrirent au rez-de-chaussée, elle sortit presque en trébuchant, ignorant les regards curieux du portier. La pluie tombait toujours, la trempant tandis qu'elle marchait sans but dans les rues de Chicago. La carte de visite d'Alexander Kane brûlait dans sa poche comme une sentence de mort. Le train de retour vers Oak Ridge sembla plus lent que jamais. Émilie appuya son front contre la vitre froide, regardant le paysage passer des gratte-ciel gris aux champs ouverts et silencieux. Chaque kilomètre qui l'éloignait de Chicago aurait dû lui apporter du soulagement, mais elle ne ressentait qu'une oppression suffocante dans la poitrine, comme si quelque chose de lourd écrasait ses poumons. La carte de visite d'Alexander Kane était pliée dans la poche de sa veste. Elle ne l'avait pas jetée. Elle n'avait pas pu, même si elle haïssait chaque lettre imprimée sur ce morceau de papier. Son nom, le numéro privé, la police élégante qui semblait se moquer de sa misère. Quelque chose l'empêchait de la détruire. 48 heures. Les mots résonnaient dans son esprit comme une bombe à retardement. 48 heures pour décider si elle vendrait sa dignité, son corps, son âme, en échange du salut de gens qui ne sauraient même pas le sacrifice qu'elle envisageait. Quand le train s'arrêta enfin à la petite gare de Oak Ridge, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel en orange et violet. Émilie descendit les jambes tremblantes, respirant l'odeur familière d'herbes coupées et de pain qui l'avait toujours fait se sentir chez elle. Mais maintenant tout semblait différent, souillé. Elle marcha dans les étroites rues de la ville, passant devant la boulangerie de Madame Whittaker, qui ouvrait encore à 5 heures du matin chaque jour. Le garage de Vieux Hank, l'école primaire où elle avait elle-même étudié. Chaque coin, chaque visage familier, chaque sourire timide des voisins qui la saluaient, tout semblait supplier en silence, « Sauve-nous, s'il te plaît ». Émilie accéléra le pas, incapable de supporter les regards. Quand elle arriva à la maison familiale, une modeste maison à 2 étages aux peintures écaillées et au jardin que sa mère avait autrefois soigné avec tant d'amour, elle trouva son père assis sur le porche, une tasse de café froid à la main. Robert Hargrove leva les yeux en la voyant, l'espoir qui brillait dans son regard manqua de détruire Émilie. Alors, demanda-t-il, la voix rauque de fumeur. Il va nous aider? Émilie monta lentement les marches, s'assit à côté de lui sur le banc en bois qui craquait sous le poids des années de souvenirs. Il a dit qu'il devait réfléchir, mentit-elle en détournant le regard. Je dois le rappeler dans 2 jours. Le visage de son père s'effondra, mais il hocha la tête, posant sa main tremblante sur la sienne. Tu as fait ce que tu pouvais, ma chérie. Je suis fier de toi. Ces mots furent comme des couteaux. Fier. S'il savait ce qu'Alexander avait proposé, le dirait-il encore? S'il savait que sa fille envisageait, réellement envisageait, de se prostituer pendant tout un mois, le regarderait-il encore dans les yeux? Cette nuit-là, Émilie ne put pas dormir. Elle resta allongée dans sa chambre d'enfant, fixant le plafond fissuré, écoutant les bruits de la maison, le robinet qui gouttait dans la salle de bain, les pas agités de son père dans le salon, le vent qui cognait contre les vieilles fenêtres. À 3 heures du matin, elle renonça à dormir. Elle enfila un sweat à capuche et sortit par la porte de derrière, marchant dans les rues désertes de Oak Ridge jusqu'à l'usine. Hargrove Manufacturing était silencieuse, ses énormes portes métalliques fermées à clé, les fenêtres obscures. Mais Émilie connaissait chaque recoin de cet endroit. Elle y avait grandi, jouant parmi les machines quand son père l'amenait le week-end. Elle connaissait l'odeur d'huile et d'acnevier, le grondement des moteurs, la fierté sur le visage des ouvriers. Quand un nouveau lot était terminé, elle posa sa main sur la porte froide, ferma les yeux. 2000 personnes. Ce n'étaient pas juste des chiffres, c'étaient des visages. Ben, le responsable de production qui avait 3 enfants et une femme atteinte d'un cancer. Laura de la comptabilité, qui économisait chaque centime pour payer les études de sa fille. Le jeune Jake, récemment embauché, qui avait enfin réussi à quitter la maison de sa mère alcoolique. Ils dépendaient tous de cet endroit, et maintenant ils dépendaient tous d'elle. Émilie sortit son téléphone de sa poche d'une main tremblante.
Il était 3h20 du matin. Elle regarda la carte d'Alexander, les lettres tachées par l'humidité de ses mains moites. « Appelez-moi quand vous serez prête. » Elle composa le numéro avant de pouvoir se raviser. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mademoiselle Hargrove. Sa voix était claire, sans trace de sommeil, comme s'il avait attendu. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Émilie ferma les yeux, sentant les larmes couler sur ses joues. Sa voix se brisa. Elle inspira profondément, serrant le téléphone si fort que ses doigts blanchirent. J'accepte. Silence à l'autre bout, puis un soupir qui semblait presque satisfait. Sage décision, dit-il, je savais que vous prendriez la bonne décision. Ce n'est pas bien, murmura-t-elle, la voix brisée. Rien de tout ça n'est bien. Être pas, répondit Alexander, la voix aussi froide que l'air de la nuit. Mais c'est nécessaire, demain soir, 20h. Même hôtel, même suite. Ne soyez pas en retard. Attendez, et mademoiselle Hargrove, il marqua une pause. Venez préparer, ce ne sera facile ni pour vous ni pour moi. La communication coupa. Émilie laissa le téléphone glisser de sa main, tomber sur l'herbe humide. Elle s'assit là sur le sol froid, serrant ses genoux, sanglotant en silence tandis que la réalité de ce qu'elle venait de faire l'engloutissait entièrement. Elle s'était vendue. Pendant un mois, son corps ne lui appartiendrait plus. Il appartiendrait à un homme qu'elle connaissait à peine, un homme qui la voyait comme une transaction, une propriété, un moyen d'arriver à ses fins. Quand le soleil commença à se lever, peignant le ciel en rose et or, Émilie se leva enfin. Ses vêtements étaient trempés de rosée, son corps lui faisait mal à cause du froid, mais elle ressentait une étrange torpeur, comme si elle avait laissé une partie d'elle-même là, assise sur cette herbe humide. Elle rentra en silence, monta l'escalier sans bruit, et s'enferma dans sa chambre. Elle avait besoin d'une douche. Elle avait besoin de s'habiller, elle avait besoin de se préparer parce que dans moins de 24 heures elle serait de nouveau à Chicago. Et cette fois il n'y aurait pas de retour en arrière. Dans le tiroir de la commode, elle trouva une robe toute simple que sa mère lui avait offerte il y a des années, noire, discrète, à la coupe élégante, qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de porter. Elle passa ses doigts sur le tissu doux, imaginant ce que sa mère dirait si elle était encore en vie. Si elle lui dirait de fuir, si elle lui dirait de se battre, ou si elle dirait que parfois l'amour exige des sacrifices que personne d'autre n'a besoin de connaître. Émilie plia soigneusement la robe et la rangea dans sa petite valise. Puis elle s'assit au bord du lit, regardant par la fenêtre la ville endormie, et attendit que le temps passe. Car quelque part au fond de sa poitrine, là où la colère se mêlait à la peur, elle savait une chose avec une certitude absolue. Alexander Ken avait être acheté son corps, mais il n'aurait jamais son âme. Le trajet de retour vers Chicago fut un brouillard de paysages qu'Émilie enregistra à peine. Chaque battement de cœur semblait faire écho à la même question. Que fais-tu? Que fais-tu? Mais elle connaissait déjà la réponse. Elle faisait ce qu'il fallait faire, même si cela signifiait se briser de l'intérieur. Quand le taxi s'arrêta devant l'Imperial Tower Hotel, la nuit était déjà tombée sur la ville. Les lumières dorées du hall brillaient comme un piège scintillant, à la fois invitant et dangereux. Émilie paya le chauffeur de ses mains tremblantes, tenant sa petite valise comme un bouclier. 20h. Elle regarda la montre à son poignet, un cadeau de son père pour ses 10 à 8 ans. 10 à 9h52. Il lui restait encore 8 minutes. 8 minutes de liberté avant de franchir la ligne qui séparait celle qu'elle était de celle qu'elle allait devenir. Elle inspira profondément, sentant l'air froid de la nuit remplir ses poumons, et entra. L'ascenseur monta dans un silence oppressant. Émilie évita son reflet dans les parois miroirs, incapable d'affronter la femme qui la regardait, pâle, effrayée, mais déterminée. La robe noire qu'elle portait lui semblait trop lourde, trop serrée, trop fausse, mais c'était tout ce qu'elle avait. 23e étage. Les portes s'ouvrirent. Ses pieds avancèrent automatiquement dans le couloir familier. Chaque pas s'enfonçant dans l'épaisse moquette comme si elle marchait dans des sables mouvants. Suite 2307. La porte était entr'ouverte. Émilie la poussa lentement. La suite était transformée, ce n'était plus l'espace froid et corporate d'il y a 2 jours. C'était quelque chose de complètement différent et infiniment plus troublant. Des bougies, des dizaines, dispersées sur les tables et les rebords de fenêtres, créant des ombres dansantes sur les murs. Le parfum des roses rouges emplissait l'air, lourd et presque suffocant. Une bouteille de champagne ouverte, 2 verres en cristal, et sur les immenses fenêtres les rideaux de soie avaient été tirés, transformant la vue sur la ville en un spectacle de lumière lointaine. Tout cela aurait dû être romantique, mais pour Émilie cela ressemblait à une cruelle mise en scène. Elle fit un pas à l'intérieur, et c'est alors qu'elle l'entendit. Le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain, il était là, en train de se préparer. Émilie ferma les yeux, sentant la panique monter dans sa gorge. Tu peux partir. Tu peux encore partir. Mais alors l'image du visage de son père apparut dans son esprit. Les regards fatigués des ouvriers de l'usine, les enfants d'Oak Ridge, qui n'auraient plus rien à manger si l'entreprise fermait.
Elle resta, la porte de la salle de bain s'ouvrit et Alexander Kane apparut, vêtu seulement d'un pantalon noir et d'une chemise blanche au premier bouton d'effet. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il sortait de la douche. Il s'arrêta en la voyant, ses yeux gris parcourant lentement son corps, s'attardant sur chaque courbe, chaque ligne de la robe qui épousait ses formes. « Vous êtes venu, dit-il, la voix plus basse qu'Émilie ne s'en souvenait. Je l'avais dit, répondit-elle en relevant le menton, refusant de paraître faible, même si à l'intérieur elle s'effondrait. Alexander s'approcha d'un pas mesuré, délibéré. Il s'arrêta à quelques centimètres, si près qu'Émilie pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, l'odeur de savon coûteux et quelque chose d'autre, quelque chose de masculin et dangereux. Vous comprenez donc les termes, dit-il, non comme une question, mais comme une constatation. Émilie hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Il leva la main et elle tressaillit instinctivement, mais Alexander ne fit que prendre une mèche de ses cheveux, la glissant entre ses doigts comme pour en évaluer la texture. Toutes les nuits où je le voudrais. Vous ne me refuserez rien. Et vous sauvez l'entreprise, compléta Émilie, la voix rauque comme un murmure. Toutes les personnes, tous les emplois. C'est déjà fait. Il relâcha ses cheveux et alla à la table, prenant une épaisse enveloppe. Les papiers ont été signés ce matin. 15 millions déposés sur le compte de Hargrove Manufacturing. Restructuration complète, votre ville est sauvée. Émilie sentit ses jambes faiblir, c'était déjà fait. Il n'avait même pas attendu de voir si elle viendrait. Il était certain, absolument certain, qu'elle se vendrait. Les larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle les refoula. Alors il n'y a plus rien à discuter, dit-elle, la voix tremblante malgré ses efforts. Alexander reposa l'enveloppe sur la table et se tourna vers elle, ses yeux s'assombrissant d'une chose qu'Émilie ne pouvait nommer. Désir, curiosité, ou peu, être simplement possession, enlever la robe. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence. Émilie se figea. Elle savait que ce moment viendrait. Elle s'y était préparée mentalement pendant tout le trajet. Mais maintenant, debout devant lui, avec ses yeux froids posés sur elle, son corps refusait d'obéir. Sa voix se brisa. Enlevez-la, répéta-t-il, plus fermement cette fois, ou je le ferai pour vous. De ses doigts tremblants, Émilie porta les mains dans son dos, cherchant la fermeture éclair. Elle descendit avec un bruit qui semblait trop fort dans la suite silencieuse. La robe se relâcha, glissa de ses épaules. Elle la laissa tomber. Se tenant là seulement en simple lingerie, pas de dentelle ni de soie, juste du coton blanc tout simple. Émilie se sentit plus exposée que jamais dans sa vie. Pas seulement physiquement, émotionnellement, spirituellement. Alexander fit un pas en avant, puis un autre jusqu'à se trouver juste devant elle. Il leva la main, glissant ses doigts le long de la ligne de son épaule, descendant le long de son bras, envoyant des frissons sur toute sa peau. « Vous tremblez » observa-t-il. « J'ai froid » mentit-elle. « Non » Il pencha la tête, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Vous avez peur » Émilie ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Alexander se rapprocha encore jusqu'à ce que leur corps se touchent presque. Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille tandis qu'il murmurait « Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je ne vais pas vous faire mal. » Mais il avait tort. Car à cet instant, quand ses mains glissèrent autour de sa taille, la plaquant contre son torse, Émilie comprit que la douleur avait déjà commencé. Il l'embrassa. Ce n'était pas doux, c'était dominateur, possessif, comme s'il revendiquait quelque chose qui lui appartenait. Émilie resta rigide, les lèvres closes, les mains appuyées contre son torse dans un geste futile de résistance. Mais Alexander ne s'arrêta pas. Ses mains remontèrent dans son dos, dégrafant son soutien-gorge avec une aisance qui trahissait l'habitude. Quand il tomba au sol, la panique explosa en Émilie. « Attendez, non » la coupa-t-il, la voix rauque. « Vous avez accepté. Maintenant c'est mon tour. » Il la guida jusqu'à la chambre où attendait l'immense lit king size, recouvert de draps blancs immaculés qui semblaient se moquer de tout ce qui allait se passer. Émilie s'allongea, le corps tendu comme une corde prête à se rompre. Alexander se tint au bord du lit, ôtant sa chemise, révélant un torse musclé, des cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ne connaîtrait jamais. Quand il s'allongea à côté d'elle, l'attirant contre lui, Émilie ferma fortement les yeux. Survie. Survie seulement. Mais tandis que ses mains exploraient son corps, tandis qu'il murmurait des choses qui auraient dû sonner intimes mais semblaient vides, quelque chose en Émilie se brisa, et les larmes commencèrent enfin à couler. Alexander sentit le changement avant même de le voir. Le corps d'Émilie, déjà tendu sous ses mains, devint complètement rigide, comme de la pierre, comme de la glace, comme quelque chose de mort. Et puis il l'entendit, un sanglot étouffé suivi d'un autre et d'un autre. Elle pleurait, il s'arrêta immédiatement, se redressant sur les coudes pour la regarder. Émilie était allongée sous lui, les yeux fermés avec force, les larmes coulant silencieusement sur ses tempes et trempant l'oreiller. Ses lèvres tremblaient, et elle mordait sa lèvre inférieure si fort que Alexander vit une goutte de sang. Quelque chose d'étrange se passa en lui,
quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Peut-être des décennies, une pointe, un malaise, presque comme de la culpabilité. Émilie, dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle ne répondit pas, continua de pleurer en silence comme si elle était ailleurs, déconnectée de son propre corps. Alexander s'écarta, s'assit au bord du lit, passant les mains dans ses cheveux. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'était censé être simple, une transaction. Elle avait accepté, il avait payé. Ça aurait dû n'être que des affaires. Mais la voir là, brisée, détruite par quelque chose qu'il était en train de faire, c'était différent de tout ce qu'il avait imaginé. Regardez-moi, ordonna-t-il, mais sa voix sortit plus douce qu'à l'ordinaire. Émilie ouvrit lentement les yeux. Ils étaient rouges, gonflés, débordant d'une douleur si profonde que Alexander eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Pourquoi pleurez-vous » demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Émilie s'assit, tirant le drap pour couvrir son corps, ses doigts agrippant le tissu comme si c'était la seule chose qui la maintenait entière. Elle le fixa, et pour la première fois, il n'y avait pas seulement de la peur dans ses yeux. Il y avait de la colère, pure et incandescente. « Pourquoi je pleure » répéta-t-elle, la voix se brisant dans un rire sans joie. « Vous me demandez pourquoi » Alexander ne répondit pas. Il attendit simplement. « Parce que vous êtes en train de me voler quelque chose, » dit Émilie, chaque mot sortant comme une accusation. « Quelque chose que je n'ai jamais donné à personne. Quelque chose que je gardais, que j'attendais pour quelqu'un qui m'aimerait. Pour un moment qui signifierait quelque chose. » Elle s'arrêta, essuyant ses larmes du dos de la main. Mais de nouvelles continuaient de couler. « Mais vous vous en fichez, n'est-ce pas? Pour vous, ce n'est que des affaires. Juste une conquête de plus, juste un corps de plus. » Alexander sentit sa mâchoire se crisper. « Vous avez accepté. » « Je sais que j'ai accepté. » Sa voix explosa, emplissant la suite silencieuse. « Je sais, mais ça ne rend pas ça juste. Ça ne fait pas de vous moins un monstre pour m'avoir forcé à choisir entre ma dignité et la survie de 2000 personnes. » Elle descendit du lit, trébuchant en ramassant ses vêtements éparpillés sur le sol. Ses mains tremblaient tellement qu'elle arrivait à peine à tenir la robe. « Vous voulez connaître la vérité, Alexander Ken ?» Elle se tourna vers lui, complètement nue, vulnérable, mais avec une force dans les yeux qui le laissa sans voix. « Je suis vierge. » Le monde s'arrêta. Alexander la fixa, les mots prenant un moment pour être assimilés. Vierge, elle l'était. « Je n'ai jamais été avec personne, » continua Émilie, la voix tremblante, mais ferme. « Je voulais que ma première fois soit spéciale, je voulais que ce soit avec quelqu'un qui me verrait comme plus qu'un objet, quelqu'un qui tienne à moi. » Elle fit un pas vers lui et Alexander réalisa qu'il reculait instinctivement. « Mais vous me volez ça. Vous prenez quelque chose qui n'avait jamais existé avant et vous le transformez en une transaction sale, en honte, en quelque chose que je porterai toute ma vie. » Ces mots étaient des couteaux, chacun coupant plus profondément que le précédent. « Vous pensez que vous êtes puissant, » continua-t-elle, la voix montant de nouveau. « Pensez qu'acheter les gens vous rend fort, vous rend important. » Émilie s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres de lui, ses yeux brûlants dans les siens. « Vous êtes pathétique, » murmura-t-elle. Et le venin dans ses mots brûla plus que n'importe quel cri. « Vous êtes un homme tellement brisé, tellement vide que vous avez besoin de détruire les autres pour ressentir quelque chose, pour vous sentir vivant. » Alexander sentit quelque chose se briser en lui. Quelque chose de profond. Quelque chose qu'il avait gardé enfermé et enterré si longtemps qu'il en avait oublié l'existence. « Vous êtes un monstre, » dit Émilie. Et cette fois, sa voix était calme, certaine. « Et un jour, quand vous serez seul dans tous ces hôtels de luxe, entouré de tout ce que vous avez acheté et de personnes qui tiennent vraiment à vous, vous réaliserez que vous avez détruit la seule chose qui compte. L'humanité, la connexion, l'amour. » Elle ramassa la robe et l'enfila rapidement, laissant la lingerie derrière elle sans s'en soucier. Quand elle saisit son sac, Alexander retrouva enfin sa voix. « Attendez !» Émilie s'arrêta, mais ne se retourna pas. Il ne savait pas quoi dire. Les excuses étaient pour les faibles. Il l'avait appris il y a longtemps, mais les mots sortirent quand même, arrachés d'un endroit sombre en lui. « Je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas quoi » demanda-t-elle, toujours dos tourné. « Que j'étais vierge ou que j'étais humaine. » Silence. Émilie rit de nouveau, ce rire brisé sans joie. « Gardez votre argent, Alexander. Gardez votre entreprise. Je trouverai une autre solution. » « Il n'y a pas d'autre solution, » dit-il, la voix creuse, même à ses propres oreilles. « Vous le savez » Elle se retourna enfin, et le regard qu'elle lui lança était de pure pitié. « Alors je perdrai. Mais au moins quand je me regarderai dans le miroir, je reconnaîtrai encore la personne qui me regarde. » Émilie marcha jusqu'à la porte, la main sur la poignée. Avant de partir, elle le regarda une dernière fois. « Je vous plains, » dit-elle doucement. « Parce que vous avez tout, et vous n'avez rien. » La porte se referma derrière elle avec un doux clic, et Alexander se retrouva seul. La suite, qui quelques minutes plus tôt semblait intime et préparée,
paraissait maintenant vide. Les bougies brûlaient encore. Les roses parfumaient toujours l'air. Mais tout semblait faux, artificiel, mort. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville en bas. Des millions de lumières, des millions de vies, qui continuaient comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois en 15 ans, Alexander Kane se regarda à travers les yeux de quelqu'un d'autre, et ce qu'il vit le dégoûta. Il appuya son front contre la vitre froide, ferma les yeux. Et pour la première fois depuis que son père l'avait abandonné à l'âge de 12 ans, Alexander sentit quelque chose d'humide couler sur sa joue. Une larme, suivie d'une autre, et d'une autre. Seul dans la suite de luxe, entouré de tout ce que son argent pouvait acheter et de rien qui comptait vraiment. L'homme le plus puissant de Chicago finit enfin par craquer. Alexander ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis sur le canapé de la suite, fixant le vide tandis que les bougies se consumaient lentement en flaques de cire fondue. La bouteille de champagne resta intacte, les verres vides reflétant la faible lumière de la ville à l'extérieur. Le silence était assourdissant, si lourd qu'il pouvait presque entendre les échos des mots d'Emily résonner contre les murs. « Vous êtes un monstre. Vous êtes pathétique. Je vous plains. » Chaque phrase était une plaie ouverte, saignant des vérités qu'il avait passé toute sa vie à éviter. Alexander porta les mains à son visage, pressant ses paumes contre ses yeux comme s'il pouvait effacer les images. Émilie pleurant sous lui, son corps rigide de peur, ses yeux rouges et accusateurs, perçant toutes ses défenses. Vierge, le mot le hantait. Il avait failli lui prendre ça, failli détruire quelque chose de précieux, d'irremplaçable. Pourquoi? Pour le pouvoir, pour prouver qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, non. Pour la première fois, Alexander se força à affronter la vérité. Pour la solitude. L'horloge indiquait 4 heures du matin quand il se leva enfin, les jambes engourdies d'être resté immobile si longtemps. Il marcha jusqu'à la salle de bain, se lava le visage à l'eau glacée, et fixa son reflet dans l'immense miroir. L'homme qui le regardait était méconnaissable. Yeux noirs enfoncés, cheveux en désordre, une expression qu'il n'avait pas vue depuis quand? Depuis ses 12 ans peu, être, assis sur les marches d'une maison vide, attendant un père qui n'est jamais revenu. Tu n'es rien, Alexander. Tu ne seras jamais rien. La voix de son père résonnait à travers les années. L'amour est une faiblesse. La confiance est une stupidité. Le seul vrai pouvoir est dans l'argent et le contrôle. Son père, Edward Kane, était un homme brillant et cruel. Un homme d'affaires qui avait bâti un empire sur le dos de gens qui lui avaient fait confiance. Quand sa femme, la mère d'Alexander, l'avait quitté, ne prenant qu'une valise et un cœur brisé, Edward n'avait pas pleuré. Il avait juste souri. Tu vois, mon garçon, c'est pour ça qu'on ne peut jamais aimer. L'amour te rend vulnérable. Et Alexander l'avait cru, il avait absorbé chaque mot empoisonné comme une vérité sacrée, bâti des murs si hauts autour de son cœur que même lui ne pouvait plus les escalader. Il s'était transformé en une version plus jeune, plus impitoyable de son père. Jusqu'à cette nuit, jusqu'à ce qu'Emily Hargrove le regarde avec ses yeux pleins de larmes, et dise la seule chose que personne n'avait jamais osé dire, « Vous êtes pathétique. » Et elle avait raison. Alexander quitta la salle de bain, prit son téléphone, et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. Cabinet Ellis et associés, une voix ensommeillée répondit, « Alexander Kane. J'ai besoin que vous prépariez des documents maintenant. » « Monsieur Kane, il est 4 heures du matin. »« Maintenant » répéta-t-il de la voix qu'il utilisait habituellement pour clore les discussions. 2 heures plus tard, les documents étaient prêts. Alexander les lut 3 fois, s'assurant que chaque clause était parfaite, chaque mot clair. Puis il signa. Hargrove Manufacturing ne serait pas rachetée, elle serait sauvée. 15 millions d'investissements directs, aucune participation au capital exigé d'Emily ou de son père. Aucune obligation, aucune condition. C'était un don, pur et simple. Ou peut être, admit Alexander en regardant le soleil, se lever sur Chicago. Ce n'était pas un don. C'était une pénitence. Quand il revint à Oak Ridge 3 jours plus tard, la ville était plongée dans une tempête de neige précoce. D'épais flocons tombaient du ciel gris, recouvrant les rues étroites d'un manteau blanc qui rendait tout silencieux et propre, comme si la nature elle-même offrait un nouveau départ. Alexander roula dans les rues familières, observant la petite ville qu'il n'aurait jamais regardée 2 fois en temps normal. Mais maintenant chaque détail attirait son attention. La boulangerie d'où sortait de la fumée par la cheminée. Les enfants qui faisaient des bonshommes de neige devant l'école. La vieille station-service où un homme en combinaison saluait chaque client par son prénom. C'était ça, la communauté. Quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Quelque chose qu'Emily était prête à tout sacrifier pour protéger. L'usine Hargrove Manufacturing se trouvait en périphérie de la ville. Un bâtiment en briques rouges délavées avec le nom de l'entreprise en grandes lettres fières. Alexander se gara devant, inspira profondément, et entra. L'intérieur était modeste mais propre, des machines bien entretenues, l'odeur d'huile et de métal, le bruit d'un travail honnête. Les ouvriers se saluaient, riaient, partageaient le café dans de vieilles tasses.
Alexander se sentait complètement hors de sa place. « Je peux vous aider » Une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux gris tirés en chignon, le regarda avec une curiosité polie. « Je cherche Robert Hargrove. Bureau au fond du couloir. » Elle indiqua, puis pencha la tête. « Vous êtes Alexander Kane. » Son expression changea instantanément, surprise suivie de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Vous êtes l'investisseur. Vous avez sauvé cet endroit. » Alexander ne savait pas quoi dire, il hocha simplement la tête et marcha dans le couloir. Robert Hargrove était assis derrière un bureau couvert de papier, le visage fatigué, mais moins abattu qu'Alexander ne s'y attendait. Quand il leva les yeux et vit Alexander, il se leva brusquement, renversant un stylo au passage. « Monsieur Kane, je ne m'attendais pas. Je suis venu personnellement discuter des termes de l'investissement, » l'interrompit Alexander, la voix retrouvant le ton professionnel qu'il connaissait si bien. « Je souhaiterais rester un mois, superviser personnellement la restructuration. » Robert cligna des yeux, clairement choqué. « Un mois ? Ici à Oak Ridge ? Oui. » Alexander posa sa mallette sur le bureau. « Je veux m'assurer que chaque centime est utilisé correctement, que chaque emploi est préservé. » Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. La vérité était qu'Alexander ne pouvait pas retourner à Chicago. Pas encore. Pas quand cette suite d'hôtels, toute la ville était contaminée par les souvenirs de celui qu'il avait été. Et juste peut, resté à Oak Ridge, voir ce qu'Emily était prête à se détruire pour le protéger, pourrait lui apprendre quelque chose, lui apprendre à redevenir humain. Robert lui tendit la main, encore un peu incertain. « Bienvenue chez Hargrove Manufacturing, Monsieur Kane. » Alexander serra sa main, sentant les cales de années de travail manuel. « Appelez-moi Alexander. » Et pour la première fois en 15 ans, le nom sonna juste. Quand il quitta le bureau, il passa devant la même femme aux cheveux gris. « Emily est là aujourd'hui » demanda-t-il avant de pouvoir s'en empêcher. La femme sourit. « Elle est dans l'entrepôt 3, elle vérifie l'inventaire. » Alexander hocha la tête et marcha dans la direction indiquée, le cœur battant d'une façon qui n'avait rien à voir avec les affaires. Car cette fois, quand il verrait Emily Hargrove, ce ne serait pas en conquérant. Ce serait en homme qui essayait de comprendre s'il méritait encore le pardon. Emily avait le dos tourné quand Alexander entra dans l'entrepôt 3. Elle portait un jean délavé, de lourdes bottes de travail, et un épais pull qui cachait ses formes. Mais même ainsi, quelque chose en lui réagit à cette vue. Ce n'était pas du désir, ou du moins pas seulement du désir. C'était quelque chose de plus profond, plus troublant. Une reconnaissance peut-être, comme si cette femme ordinaire, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée et un clipboard à la main, était plus réelle que quiconque il avait jamais connu. Elle comptait des cartons empilés, ses lèvres bougeant silencieusement, tandis qu'elle prenait des notes. La lumière tamisée de l'entrepôt créait des ombres douces sur son visage, et Alexander remarqua qu'il y avait des cernes sous ses yeux. Elle ne dormait pas non plus, à cause de lui. Il s'éclaircit la gorge. Emily se retourna, si vite qu'elle manqua de faire tomber le clipboard. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, Alexander vit tout. Le choc, la colère, la peur, et quelque chose d'autre. Elle se cacha rapidement derrière un masque de froideur. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle, la voix tranchante comme du verre brisé. « Je suis venu superviser l'investissement » répondit Alexander, gardant une voix neutre. « Professionnel. Je serai à Oak Ridge pendant un mois. » La couleur quitta le visage d'Emily. « Un mois ? Oui, je veux m'assurer. » « Non » elle secoua la tête, reculant d'un pas. « Non, vous ne pouvez pas être ici. Vous ne pouvez pas, Alexander. » Il leva les mains en geste d'apaisement. « Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour les affaires. Seulement les affaires. » Elle le fixa, ses yeux cherchant des signes de mensonge, de manipulation. Alexander se força à rester immobile, la laissant regarder. Finalement, Emily expira lentement. « Si vous me touchez, dit-elle, la voix basse, mais mortelle, je crierai. Et je me fiche de combien de millions vous avez investi, toute cette ville vous tombera dessus comme une tempête. Je ne vous toucherai pas, dit Alexander. Et pour la première fois, il le pensait vraiment. Vous avez ma parole, elle rit sans humour. Votre parole ne signifie encore rien pour moi, pensa-t-il. Mais peut-être qu'un jour elle signifiera quelque chose. Les jours suivants furent étranges et tendus. Alexander loua un petit appartement au-dessus du café principal de la ville, un espace modeste qui aurait horrifié son moi d'il y a une semaine, mais qui maintenant semblait approprié. Il passait ses matinées à l'usine à revoir les rapports financiers, à parler avec les fournisseurs, à apprendre le nom de chaque employé, et à regarder Emily, non pas d'une manière prédatrice, pas comme avant, mais avec une curiosité sincère. Elle était différente ici dans son élément. Confiante sans arrogance, gentille avec les plus jeunes employés, patiente quand elle expliquait les processus, ferme quand elle prenait des décisions. Les gens la respectaient non par peur, mais par amour.
Alexander n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Un matin, il la trouva dans la réserve, luttant pour atteindre une caisse sur une étagère haute. Elle était sur la pointe des pieds, les doigts effleurant le bord, mais incapable de l'attraper. « Laissez-moi vous aider », dit-il en apparaissant derrière elle. Émilie se retourna, manquant de heurter son torse. « Je n'ai pas besoin de votre. » Mais Alexander tendait déjà le bras au-dessus d'elle, attrapant la caisse facilement. Ce faisant, son corps effleura légèrement son dos, et pendant une seconde, juste une seconde, le temps s'arrêta. Il pouvait sentir sa chaleur à travers leurs vêtements. Il pouvait entendre son souffle s'accélérer. Il pouvait sentir le parfum de son shampoing à la lavande. Alexander posa la caisse au sol et recula rapidement comme s'il s'était brûlé. « Désolé », murmura-t-il. Émilie ne répondit pas. Elle attrapa simplement la caisse et sortit précipitamment, les joues rougies. Mais Alexander l'avait vue. Il avait vu la façon dont elle avait retenu son souffle. La façon dont ses mains tremblaient légèrement en prenant la caisse. Elle l'avait ressenti aussi. Les jours devinrent des semaines. Alexander se força à garder ses distances, mais il était impossible de ne pas remarquer les petits moments où elle riait avec un employé et la lumière atteignait ses yeux. Quand elle se mordait la lèvre inférieure, concentrée sur un rapport, quand elle remettait des mèches rebelles derrière son oreille. Et il savait avec une certitude troublante qu'il commençait à la voir comme plus qu'une transaction, plus que quelqu'un qu'il avait failli détruire. Il commençait à la voir comme Émilie. Un jour, en la croisant dans le couloir étroit entre les bureaux, Alexander s'arrêta. Émilie, elle se retourna, prudente. Oui, il ouvrit la bouche, ne sachant pas exactement ce qu'il allait dire. Les excuses semblaient insuffisantes. Les explications vides. Alors il dit simplement, « Vous faites un travail formidable ici avec la restructuration, avec les gens. » Émilie cligna des yeux, clairement surprise. « Merci, je suis sérieux. » Alexander fit un pas plus près. Pas envahissant, juste assez pour qu'elle voie ses yeux. « Vous avez un don pour le leadership, pour faire que les gens tiennent à vous. » Quelque chose changea sur son visage. La méfiance était toujours là, mais maintenant il y avait une fissure dans l'armure. « Pourquoi dites-vous ça ? » Parce que c'est vrai, il marqua une pause. Et parce que j'avais tort à votre sujet, à propos de tout. Émilie l'observa longuement, ses yeux cherchant quelque chose que Alexander ne savait même pas s'il pouvait donner. « Les gens ne changent pas, Alexander, » dit-elle enfin, la voix douce, mais triste. « Surtout pas les gens comme vous. Peut-être que vous avez raison, admit-il. Mais peut-être que certains ont juste besoin d'une raison pour essayer. » Il s'éloigna avant qu'elle puisse répondre, la laissant seule dans le couloir. Mais cette nuit-là, alors que Alexander revoyait des papiers dans son petit appartement, on frappa à la porte. Il ouvrit, et Émilie se tenait là, enveloppée dans un manteau épais, la neige accrochée à ses cheveux. « Vous avez mangé » demanda-t-elle, la voix hésitante. Alexander secoua la tête. « Madame Patel du café en bas a fait trop et mène à donner. » Émilie montra un sac. « J'ai pensé, eh bien, ce serait du gâchis de jeter. » Ce n'était pas exactement une invitation, mais c'était quelque chose. Alexander ouvrit grand la porte, lui faisant signe d'entrer. Avec plaisir. Et tandis qu'il partageait des plats chinois réchauffés sur des assiettes dépareillées assis par terre parce que l'appartement avait à peine des meubles, quelque chose changea entre eux. Ce n'était pas encore le pardon, pas encore. Mais juste c'était le début de quelque chose qui pourrait devenir du pardon s'il arrivait à prouver qu'il le méritait. La nouvelle se répandit dans Oak Ridge comme une traînée de poudre. Alexander Kane, le milliardaire de Chicago, avait fait un don massif à l'orphelinat local, Hope House for Children, 50 000 $ pour les rénovations, de nouveaux jouets pour tous les enfants, et le plus impressionnant, un fonds mensuel permanent pour s'assurer qu'aucun enfant ne manque jamais de rien. Émilie l'apprit d'abord au café de Madame Patel, où la moitié de la ville semblait discuter de la généreuse nouvelle autour du petit déjeuner. Il n'a même pas demandé de publicité, disait Madame Whittaker de la boulangerie, les yeux écarquillés d'admiration. Il est juste arrivé avec un chèque et a dit qu'il voulait t'aider. Mon petit-fils est dans cet orphelinat, ajouta le vieux Hank en essuyant ses yeux humides. Pour la première fois depuis des années, ce garçon va avoir un vrai Noël. Émilie sentit quelque chose d'inconfortable, remuer dans son ventre. De la confusion ou pire, de l'espoir. Elle prit son café et partit rapidement, mais ne pouvait cesser d'y penser. Pourquoi ferait-il ça? Alexander ne faisait jamais rien sans raison. Tout était calculé, stratégique. Alors, quel était l'angle? Cette fois elle trouva la réponse, ou une partie. Cet après-midi-là, Émilie apportait des documents au bureau de son père quand elle vit par la fenêtre Alexander sortir d'une voiture noire devant Hope House à quelques pâtés de maison. Il portait de grandes boîtes, et même de loin, elle pouvait voir des enfants courir vers lui. Quelque chose l'attira, un besoin de comprendre, de voir de ses propres yeux. Elle laissa les papiers sur le bureau de son père et marcha jusqu'à l'orphelinat, le cœur battant sans raison claire.
Quand elle arriva, elle se tint dehors derrière la grille en fer, regardant à travers les barreaux. Alexander était entouré d'enfants. Une petite fille, être 5 ans, s'accrochait à sa jambe, riant. Un garçon plus âgé lui montrait un dessin. D'autres déchiraient les boîtes, criant de joie en découvrant des jouets, des jeux, des livres, et Alexander souriait. Pas le sourire froid et calculé qu'Emily connaissait. C'était un vrai sourire, qui atteignait ses yeux, rendant son visage complètement différent. Plus jeune, plus humain. Il s'agenouilla pour être au niveau des yeux d'une petite fille aux tresses noires et aux grands yeux tristes. « Comment tu t'appelles » demanda Alexander doucement. « Lily » murmura la petite fille, serrant un vieil ours en peluche. « Lily » répéta Alexander comme pour le mémoriser. « C'est un très joli prénom. »« Tu vas partir » demanda Lily, la voix si petite qu'Emily l'entendait à peine. « Tout le monde part toujours. » L'expression d'Alexander changea. Quelque chose passa dans ses yeux. Douleur, reconnaissance, souvenir. « Je vais rester un moment, » dit-il, tendant la main pour toucher doucement ses cheveux. « Je te le promets. » Emily sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle voyait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Quelque chose de privé, de vulnérable. Elle allait se détourner quand Alexander leva les yeux et croisa son regard à travers les barreaux. Pendant un moment aucun des deux ne bougea, puis Alexander se releva, dit quelque chose aux enfants, et marcha vers la grille. Emily pensa à courir, mais ses pieds ne lui obéirent pas. « Vous m'avez suivi » demanda-t-il quand il fut prêt, mais il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste de la curiosité. « Je vous ai vu de la fenêtre » admit Emily. « Et j'avais besoin de comprendre pourquoi. »« Pourquoi ? Quoi ? Pourquoi vous avez fait ça ?» Elle désigna l'orphelinat. « Le don, les rénovations, pourquoi ?» Alexander mit les mains dans ses poches, regardant en arrière vers les enfants qui jouaient. « Parce que j'ai été un de ces enfants. » Emily cligna des yeux, surprise. « Quoi ? Quand ma mère a quitté mon père, il n'était pas vraiment fait pour être père. » La voix d'Alexander était distante, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. « Je passais des jours seul, sans nourriture, sans surveillance. Les voisins ont appelé les services sociaux 3 fois avant mes 10 ans. » Emily sentit quelque chose bouger en elle, une fissure dans l'image qu'elle avait de lui. « Je n'ai jamais été officiellement placé dans un orphelinat, » continua Alexander. « Mon père arrivait toujours à les convaincre qu'il allait changer. Mais je me souviens d'avoir visité un orphelinat une fois, un endroit froid et gris, où les enfants avaient des yeux comme ceux de Lily, vides, attendant que quelqu'un, n'importe qui, s'occupe d'eux. » Il regarda enfin Emily. « Donc, pour répondre à votre question, je l'ai fait parce que je peux et parce que personne ne l'a fait pour moi. » Emily ne savait pas quoi dire. Chaque mot qui lui venait semblait inadéquat, mais elle commença, puis s'arrêta. Mais, l'encouragea Alexander. « Mais vous n'essayez pas de changer, » dit Emily, la frustration revenant. « Vous essayez d'avoir des applaudissements. Achetez la rédemption avec un chèque. » La mâchoire d'Alexander se crispa. « C'est ce que vous pensez de moi ? Je ne sais pas quoi penser de vous. » La voix d'Emily sortit plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Un moment vous faites cette chose horrible à Chicago, et le suivant vous êtes ici à jouer avec des enfants orphelins. Qui êtes-vous, Alexander ?» Il fit un pas plus près, et Emily se força à ne pas reculer. « J'essaie de le découvrir, » dit-il, la voix basse et intense. « Pour la première fois de ma vie, je ne sais pas qui je suis. Et peut-être que vous avez raison. Peut-être que j'essaie juste d'acheter le pardon. Mais au moins j'essaie. Essayer ne suffit pas. » « Alors, qu'est-ce qui suffit ?» la défia Alexander. « Qu'est-ce que je dois faire pour prouver que je ne suis pas seulement le monstre que vous avez vu dans cette suite ?» Emily le fixa, le cœur battant. « Je ne sais pas si vous le pouvez. » Le silence tomba entre eux, lourd et douloureux. Finalement, Alexander hocha lentement la tête. « Peut-être que vous avez raison, mais je vais essayer quand même. » Il retourna vers l'orphelinat, laissant Emily seule dehors devant la grille. Mais en rentrant à l'usine, elle ne pouvait chasser l'image de sa tête. Alexander agenouillé devant la petite Lily, touchant doucement ses cheveux, lui promettant de rester. Et pour la première fois, Emily se demanda si juste il y avait plus en lui qu'elle ne s'était autorisée à voir, ou si elle était simplement en train de se montrer stupide encore une fois. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Emily regarda le plafond et murmura dans l'obscurité, « Qui êtes-vous vraiment, Alexander Kane ?» Et quelque part de l'autre côté de la ville dans un petit appartement au-dessus d'un café, Alexander se posait exactement la même question. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le don à l'orphelinat, et quelque chose avait changé dans l'air entre Emily et Alexander. Ce n'était pas encore la confiance, pas encore. C'était plutôt comme une trêve hésitante, une reconnaissance silencieuse que leur histoire avait plus qu'un terrible début. Alexander continuait de travailler à l'usine, mais maintenant Emily le surprenait à la regarder avec une expression différente.
Ce n'était pas le regard prédateur de Chicago. C'était de la curiosité, de l'admiration, comme si elle était une énigme qu'il essayait de résoudre. Et Emily, aussi fort qu'elle essaya de le nier, se surprenait à le regarder en retour. Elle remarquait des choses maintenant. La façon dont Alexander se penchait pour écouter quand un employé parlait, vraiment écouter au lieu d'attendre son tour de parole. Comment il restait tard pour revoir les budgets afin que chaque département ait ce dont il avait besoin. Comment il rendait visite à l'orphelinat 3 fois par semaine, toujours en apportant quelque chose de petit. Des livres, des bonbons, parfois juste son temps. Vous êtes différent, dit Emily un après-midi quand ils se retrouvèrent seuls dans le bureau des archives, cherchant de vieux contrats. Alexander leva les yeux, surpris. Différent, comment? Emily hésita, puis décida d'être honnête. Plus humain. Il rit, un son bref sans humour. Merci, je crois. Je ne le disais pas comme ça. Emily reposa le dossier qu'elle tenait sur l'étagère. C'est juste qu'à Chicago, vous étiez comme une machine, froid, calculateur, mais ici vous. J'essaie d'être meilleur, l'interrompit doucement Alexander. Il s'approcha, s'arrêtant de l'autre côté de la table étroite. Vous m'avez montré qui j'étais devenu, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Emily sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Les gens ne changent pas du jour au lendemain, Alexander. Je sais, il soutint son regard. Mais ils peuvent essayer chaque jour jusqu'à ce qu'un jour les forts deviennent qui ils sont. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sincérité brute et vulnérable qui fit qu'Emily détourna le regard la première. Il faut que j'y aille, murmura-t-elle, passant rapidement devant lui. Mais en le faisant, la manche de son chemisier s'accrocha au bord de la table, la tirant en arrière. Alexander tendit instinctivement la main pour la stabiliser, ses mains saisissant ses épaules, ils se figèrent. Emily pouvait sentir la chaleur de ses paumes à travers le tissu fin, pouvait entendre son souffle légèrement accéléré. Ils étaient si proches qu'elle vit les éclats dorés dans ses yeux gris, des détails qu'elle n'avait jamais remarqués avant. Désolé, murmura Alexander, mais il ne la relâcha pas immédiatement. Ce n'est rien, répondit Emily, la voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Pendant un moment, juste un moment, elle se permit de se demander ce que ce serait si tout était différent. S'ils s'étaient rencontrés autrement, s'il n'y avait pas eu Chicago, pas de proposition terrible, pas de honte entre eux, puis la réalité revint et elle s'écarta. Il faut vraiment que j'y aille. Alexander laissa retomber ses mains. Emily, attendez. Elle s'arrêta à la porte, sans se retourner. Voudriez-vous dîner avec moi demain soir? Emily se tourna enfin vers lui. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous connaître, dit simplement Alexander. La vraie vous, pas la femme désespérée à Chicago. Pas la dirigeante ici à l'usine. Juste Emily. Elle aurait dû dire non. Chaque instinct hurlait de dire non. Mais quand elle ouvrit la bouche, elle s'entendit dire « ou ». Un petit sourire plein d'espoir toucha ses lèvres. Laissez-moi m'en occuper. Le lendemain soir, Alexander se présenta à la porte de la maison Hargrove, vêtu d'un jean et d'un simple pull. Aucun des costumes coûteux qu'il portait à Chicago. Il tenait un petit bouquet de fleurs sauvages, qu'il avait visiblement cueilli lui-même. Celles-ci sont pour vous, dit-il en les tendant à Emily. Elle prit les fleurs, sentant quelque chose d'étrange et de chaud s'étendre dans sa poitrine. Personne ne lui avait jamais offert de fleurs avant. Merci. Le restaurant était un petit italien sur la rue principale. Rien de chic, juste 20 tables avec des nappes à carreaux rouges et blancs, l'odeur d'ail et de basilic dans l'air. Alexander choisit une table dans un coin à l'écart des regards curieux. Pourquoi ici? Demanda Emily en s'asseyant. Parce que je ne voulais pas vous impressionner avec de l'argent, répondit Alexander. J'ai déjà essayé. Ça n'a pas très bien marché. Malgré elle, Emily sourit. Le dîner commença maladroitement, plein de silence gênant et de conversations sur des sujets sûrs, le temps, l'usine, Oak Ridge. Mais quand le vin arriva, un simple rouge recommandé par le patron, quelque chose changea. Parlez-moi de votre mère, dit soudain Emily. Alexander s'arrêta, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Pourquoi? Parce que vous avez dit qu'elle était partie, et je veux comprendre. Il reposa le verre sur la table, ses doigts en traçant le bord. Elle était gentille, dit-il enfin, toujours souriante, même quand mon père la faisait pleurer. Je me souviens une fois, quand j'avais 6 ans, il a cassé toute sa vaisselle parce que le dîner était en retard. Elle a tout nettoyé en silence et puis m'a emmené dehors et nous avons fait un pique-nique sur l'herbe avec des sandwichs. Sa voix s'épaissit, le jour où elle est partie, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Je t'aime, Alex. N'oublie jamais que tu mérites d'être aimé. » Puis elle est partie et je ne l'ai plus jamais revue. Emily sentit les larmes lui brûler les yeux. Quel âge aviez-vous? 12 ans. Avez-vous essayé de la retrouver, tous les jours les 5 premières années? Alexander leva enfin les yeux brillants, puis j'ai abandonné. Si elle m'avait vraiment aimé, elle serait revenue. Alexander, mon père m'a dit que l'amour est un mensonge, continua-t-il, les mots sortant comme une confession.
Que les seules choses réelles sont le pouvoir et le contrôle. Alors j'ai bâti toute ma vie là-dessus. Construit des murs si hauts que rien ne pouvait me blesser. Jusqu'à Chicago, murmura Emily. Jusqu'à vous. Alexander tendit la main à travers la table, s'arrêtant avant de toucher la sienne. Vous avez brisé ces murs avec une seule phrase. Vous êtes pathétique. Personne n'avait jamais eu le courage de me dire la vérité avant. Emily regarda sa main si proche de la sienne, et maintenant j'apprends que être mon père avait tort. Que être l'amour n'est pas une faiblesse. Il tourna sa paume vers le haut, une offre silencieuse. Emily regarda cette main, la même main qui avait failli la détruire, mais qui maintenant tenait des fleurs sauvages et ouvrait des portes pour des enfants orphelins. Et lentement, le cœur battant, elle posa sa main dans la sienne. Les doigts des Alexander se refermèrent doucement autour des siens, chauds et fermes. « Merci, murmura-t-il. Pourquoi? Pour m'avoir donné une chance. » Ils finirent le dîner, main dans la main, parlant de choses qui comptaient. Rêve, peur, regret. Quand ils sortirent, la neige avait recommencé à tomber, transformant Oak Ridge en conte de fées hivernales. Alexander la raccompagna chez elle, marchant lentement, comme s'il ne voulait pas que la nuit finisse. Quand ils arrivèrent devant la porte d'entrée, tous deux s'arrêtèrent. « Emily, dit Alexander, la voix basse et intense. Oui. Je ne peux plus prétendre que je ne ressens rien. » Le cœur d'Emily bondit. « Alexander, je sais que je n'ai aucun droit. » Il fit un pas plus près, ses yeux suppliants. « Je sais que j'ai commencé ça de la pire façon possible, mais quand je vous regarde maintenant, je vois tout ce que j'ai toujours voulu et que je n'ai jamais cru mériter. » Il leva la main, hésitant, puis effleura doucement une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant contre sa joue. « Vous me donnez envie d'être meilleur, d'être digne, d'être aimé. » Emily ne pouvait plus respirer, plus penser. Elle ne ressentait que son contact, chaud contre sa peau et le regard dans ses yeux. Vulnérable, plein d'espoir, effrayé. « Puis-je » Il se pencha légèrement, une question silencieuse. Emily savait qu'elle aurait dû dire non. Savait que c'était trop tôt, trop rapide, trop risqué. Mais quand elle ouvrit la bouche, un seul mot sortit. Oui. Alexander se pencha lentement, lui laissant le temps de changer d'avis. Ses mains encadrèrent son visage avec une tendresse qui lui donna envie de pleurer. Et puis ses lèvres touchèrent les siennes, ce n'était rien de ce que Emily avait imaginé. Ce n'était pas exigeant ni possessif, c'était doux, interrogateur, presque révérencieux, comme s'il savourait quelque chose de précieux qui pouvait se briser. Emily sentit qu'elle fondait, ses mains montant à gripper son pull, le tirant plus près. Le baiser s'approfondit, et elle pouvait sentir des années de sa solitude couler à travers le contact. Une fin non pas pour un corps, mais pour une connexion, pour être vue, pour compter. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. « Waouh » murmura Emily. Alexander sourit, un vrai sourire sincère qui transforma tout son visage. « Oui, waouh !» Il pressa son front contre le sien, les yeux fermés. « Bonne nuit, Emily. Bonne nuit. » Il s'écarta à regret et descendit les marches, s'arrêtant pour la regarder une fois avant de disparaître dans la neige. Emily entra, s'appuyant contre la porte fermée, le cœur encore battant, les lèvres encore frémissantes. Et pour la première fois depuis Chicago, elle se permit de penser, peut-être qu'il peut vraiment changer. Peut-être que nous le pouvons tous les deux. 3 jours s'étaient écoulés depuis le baiser, 3 jours de regards volés à l'usine, de doigts qui s'effleuraient en passant des papiers, de conversations qui duraient jusqu'à tard dans la nuit par messages qui faisaient sourire Emily dans le noir. Alexander était différent maintenant. Ou peut-être qu'Emily se permettait simplement de le voir différemment. Il riait plus, lui touchait légèrement le bras en passant. Apportait le café le matin, exactement comme elle l'aimait, avec juste un peu de sucre et beaucoup de crème. Et Emily tombait amoureuse. Elle essayait de lutter, essayait de se souvenir de Chicago, de la suite, des mots cruels. Mais chaque fois qu'elle regardait Alexander maintenant, elle ne voyait que l'homme qui s'agenouillait pour parler aux enfants orphelins. L'homme qui restait tard pour aider les employés avec leurs problèmes personnels. L'homme dont les yeux s'illuminaient quand elle entrait dans la pièce. La 5e nuit après le baiser, Alexander se présenta de nouveau à sa porte. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une intensité qui fit se serrer l'estomac d'Emily. « Salut » dit-elle, la voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « Salut » il déglutit difficilement. « Je peux entrer. » Emily s'écarta, le laissant passer. Il se tint dans le petit salon, les mains dans les poches, visiblement nerveux. « Quelque chose ne va pas » demanda-t-elle. « Non, Alexander passa la main dans ses cheveux. « J'avais besoin de vous voir, d'être près de vous. » Emily sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Vous m'avez vu toute la journée à l'usine. »« Je sais. » Il la regarda enfin dans les yeux. « Mais ce n'est pas pareil, là-bas nous devons faire semblant d'être juste collègues, mais quand je suis ici avec vous, je peux simplement être moi. » Il fit un pas vers elle et Emily ne recula pas. « Emily,
murmura-t-il, levant la main pour toucher légèrement son visage. Je n'arrête pas de penser à vous, à nous, à comment tout a commencé si mal, mais d'une certaine façon ça commence à sembler juste. Son pouce traça sa joue, descendant jusqu'à sa lèvre inférieure. Je veux vous connaître, continua-t-il, la voix rauque. Vraiment, pas juste des conversations et des dîners. Je veux savoir comment vous respirez quand vous dormez. Je veux savoir quel bruit vous faites quand vous riez vraiment. Je veux savoir. Il s'arrêta, ses yeux s'assombrissant. Je veux savoir ce que c'est d'aimer comme vous méritez d'être aimé. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Alexander, si vous n'êtes pas prêt, il dit rapidement. Je comprends. J'attendrai toute une vie si, Émilie le fit taire d'un baiser. Il était différent du premier. Celui-ci était urgent, affamé, plein de semaines de tensions accumulées et de désirs refoulés. Ses mains montèrent dans ses cheveux, le tirant plus près, et Alexander gémit contre ses lèvres. Vous êtes sûr? Demanda-t-il entre les baisers, ses mains glissant autour de sa taille. Parce que si nous commençons, je ne sais pas si je pourrai m'arrêter. Je ne suis sûr, murmura Émilie, le regardant dans les yeux. Et c'est-vous que je veux. Quelque chose changea dans son expression, comme si elle venait de lui offrir le plus grand cadeau du monde. Alexander la souleva d'un mouvement fluide, la faisant enrouler ses jambes autour de sa taille. Il la porta jusqu'à sa chambre, l'embrassant tout le long, comme s'il ne pouvait supporter d'être sans ses lèvres même une seconde. Quand il la posa sur le lit, il s'arrêta, la regardant avec une révérence qui fit monter les larmes aux yeux d'Émilie. « Vous êtes si belle, murmura-t-il, s'agenouillant à côté du lit. Et je suis si chanceux. » Il commença lentement. Chaque bouton de son chemisier fut défait avec soin, ses doigts effleurant la peau qui se révélait. Quand le chemisier tomba enfin, il l'embrassa, sans se presser, mais en savourant. Ses épaules, la courbe de son cou, le creux entre ses seins. Alexander, souffla Émilie, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux. Je sais, murmura-t-il contre sa peau. Je le ressens aussi. Il l'aida à enlever le reste de ses vêtements, chaque pièce ôtée comme s'il déballait quelque chose de précieux. Et quand elle fut complètement nue devant lui, Alexander se contenta de regarder, ses yeux parcourant chaque courbe, chaque ligne. Parfaite, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Vous êtes absolument parfaite. Émilie le tira vers elle, l'aidant à enlever ses propres vêtements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien entre eux. Peau contre peau, cœur contre cœur. Alexander s'allongea à côté d'elle, une main traçant des motifs paresseux sur son ventre, remontant pour dessiner ses seins, la faisant s'arquer contre le contact. Dites-moi ce que vous voulez, murmura-t-il, ses lèvres effleurant son oreille. Vous, murmura Émilie. Juste vous. Il l'embrassa profondément, tandis que ses mains exploraient, apprenant chaque centimètre d'elle. Quand ses doigts glissèrent entre ses cuisses, Émilie gémit, tout son corps tremblant de sensations qu'elle n'avait jamais ressenties avant. Ça va? Demanda Alexander, ses yeux cherchant les siens. Oui, allaita-t-elle. Ne vous arrêtez pas. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Il la travailla lentement, patiemment, jusqu'à ce qu'elle tremble et soit désespérée. Ce n'est qu'alors qu'il se plaça au-dessus d'elle, ses yeux rencontrant les siens. Ça risque de faire mal au début, l'avertit-il doucement. Dites-moi si vous voulez que je m'arrête. Émilie hocha la tête, le tirant dans un baiser. Alexander entra lentement, si lentement qu'Émilie voulait pleurer devant la retenue qu'elle voyait sur son visage. Il y eut un moment d'inconfort, une pression aiguë, et elle grimaça. Il se figea immédiatement. Émilie, ça va, promit-elle, en roulant ses jambes autour de lui. Continuez. Il avança par petits mouvements, lui laissant le temps de s'ajuster, l'embrassant à travers l'inconfort jusqu'à ce que progressivement, miraculeusement, ça commence à être bon. Mieux que bon, incroyable, oh! Allaita Émilie quand il fut enfin complètement en elle. Oh mon Dieu! Alexander laissa échapper un rire tremblant. Oui, exactement. Il commença à bouger, et ce fut comme rien de ce qu'Émilie avait jamais imaginé. Chaque poussée envoyait des vagues de plaisir à travers elle. Chaque baiser approfondissait la connexion, chaque murmure de son prénom la faisait se sentir vue, valorisée, aimée. Émilie, gémit Alexander, le visage enfoui dans son cou. Vous êtes tout. Ses mains étaient partout, dans ses cheveux, sur ses seins, agrippant ses hanches. À mesure que le rythme augmentait, Émilie le griffa, le tira, but chaque sensation comme si elle mourait de soif. Alexander, gémit-elle quand elle sentit quelque chose monter en elle. Je ne sais pas ce que. Laissez-vous aller, murmura-t-il, une main glissant entre eux pour toucher là où leur corps se rejoignait. Je vous tiens. Laissez-vous aller. Et elle le fit. L'orgasme la frappa comme une vague, faisant trembler et se contracter tout son corps. Elle cria son nom, s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui tournait soudain. Alexander la suivit quelques instants plus tard, son corps se raidissant alors qu'il trouvait sa propre libération, son visage un masque de plaisir et de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Après,
Allongé enlacé dans les draps, les cœurs encore affolés, Alexander l'attira contre son torse. Ses doigts traçaient des motifs paresseux dans son dos tandis qu'il embrassait ses cheveux. « Ça va » demanda-t-il doucement. Émilie posa la tête sur son épaule, un sourire aux lèvres. Plus que bien, aucun regret. Elle leva la tête pour le regarder dans les yeux. Aucun. Et toi? Alexander prit son visage entre ses mains, ses yeux si intenses qu'elle eut l'impression qu'il voyait jusqu'au fond de son âme. Comment pourrais-je regretter le plus beau moment de ma vie? Il l'embrassa de nouveau. Lentement et profondément. Et Émilie sentit quelque chose s'apaiser en elle, quelque chose qui ressemblait beaucoup à la paix. Tu es différent, dit-elle quand ils se séparèrent. Différent comment? Plus léger, comme si quelque chose de lourd que tu portais était enfin parti. Alexander resta silencieux un long moment. Parce que c'est le cas, finit-il par dire. J'ai passé des années à construire des murs, convaincu qu'il le fallait pour survivre. Mais toi, il pressa son front contre le sien, tu m'as montré que ces murs ne me protégeaient pas. Ils m'emprisonnaient seulement. Et pour la première fois depuis que j'étais enfant, je me sens libre. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Moi aussi, murmura-t-elle. Ils s'endormirent ainsi, levés l'un contre l'autre, corps et âme entrelacés. Et quand le matin vint, apportant une lumière douce à travers les rideaux, Alexander se réveilla le premier. Il resta allongé à regarder Émilie dormir, une mèche de cheveux tombée sur son visage, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Et il sut avec une certitude qui l'effrayait autant qu'elle l'exaltait, j'aime cette femme, et je vais passer le reste de ma vie à prouver que je la mérite. Les jours suivants furent comme vivre un rêve, Alexander et Émilie ne cachaient plus leur relation. Toute la ville le savait et, chose surprenante, tout le monde approuvait. Madame Patel souriait avec complicité quand elle les voyait ensemble au café. Le vieux Hank tapotait l'épaule d'Alexander avec approbation. Même le père d'Émilie, Robert, qui au début se montrait méfiant, commençait à voir le changement sincère chez le milliardaire. « Il te rend heureuse » demanda Robert, un soir où Émilie l'aidait à faire la vaisselle après le dîner. « Oui, papa » répondit-elle, sans pouvoir retenir son sourire. « Il me rend très heureuse. » Robert hocha lentement la tête. « Alors il a ma bénédiction. Mais s'il te fait du mal. » « Il ne le fera pas » l'interrompit Émilie, surprise elle-même par sa propre certitude. Et elle y croyait vraiment. L'Alexander qui partageait son petit déjeuner, qui lisait des histoires aux enfants de l'orphelinat, qui lui tenait la main en marchant dans les rues enneigées. Cet homme-là était incapable de lui faire du mal. Mais alors, à la 3e semaine, Alexander disparut. Émilie se réveilla un samedi matin, en s'attendant à le trouver à côté d'elle dans le lit. Il avait dormi là chaque nuit depuis la première fois, mais la place était vide, les draps froids. Elle vérifia son appartement. Vide. L'usine, il n'y était pas. Elle appela son portable des dizaines de fois, mais elle tombait directement sur la messagerie. Le 2e jour, la panique commença à s'installer. Il est parti. Bien sûr qu'il est parti. C'était trop beau pour être vrai. Émilie s'assit sur le banc de la place où, des mois plus tôt, elle l'avait appelé pour accepter cette terrible proposition, et laissa couler les larmes. Elle avait été naïve. Elle avait cru que des gens comme Alexander changeaient vraiment. Émilie, elle leva les yeux et vit Madame Whittaker de la boulangerie avec une expression étrange. « Tu as vu les infos? Quelles infos ?» La femme lui tendit son téléphone avec un article. Le titre fit s'arrêter le cœur d'Émilie. Le milliardaire Alexander Ken adopte une orpheline de Oak Ridge. Émilie lut l'article les mains tremblantes. Alexander était allé à Chicago non pas pour fuir, mais pour finaliser les papiers d'adoption. Lily, la petite fille aux tresses noires et aux yeux tristes de l'orphelinat, était désormais légalement sa fille. Ken, connu pour sa réputation impitoyable en affaires, a choqué le monde des affaires avec cette décision, lisait-on. Interrogé sur ses motivations, il a simplement déclaré « J'ai appris que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce qu'on peut prendre, mais dans ce qu'on peut donner. » Émilie reposa le téléphone, les larmes coulant maintenant pour une raison complètement différente. 3 heures plus tard, une voiture noire s'arrêta devant chez elle. Alexander en descendit en tenant Lily par la main, elle portait une nouvelle robe et serrait un ours en peluche encore plus grand que le précédent. Émilie descendit les marches en courant, s'arrêtant à quelques pas d'eux. « Tu l'as adopté, dit-elle, la voix brisée. Alexander sourit, ce vrai sourire qui transformait tout son visage. « J'aurais dû te le dire, admit-il. Mais je voulais être sûr que tout soit finalisé avant de lui donner de faux espoirs. » Ou au tien. Lily se cachait à moitié derrière Alexander, mais jetait des regards curieux à Émilie. « Lily, dit doucement Alexander en s'agenouillant près d'elle. Voici Émilie. Elle est très spéciale pour moi. Tu crois que tu peux lui dire bonjour? » Bonjour, chuchota Lily. Émilie s'agenouilla aussi, au niveau de la petite. Bonjour, Lily. Tu te souviens de moi? J'étais venue plusieurs fois à l'orphelinat. Lily hocha timidement la tête. Tu es jolie. Émilie rit à travers ses larmes.
Merci. Toi aussi. Alexander les regardait interagir, quelque chose s'étendant dans sa poitrine. Ma famille, pensa Théil. Ce sont ma famille. Dans les jours qui suivirent, Alexander travailla sans relâche pour créer un vrai foyer pour Lily. Il loua une petite maison chaleureuse en périphérie de Oak Ridge. Rien à voir avec les palaces qu'il possédait, mais parfaite pour une petite fille qui avait besoin de chaleur, pas de grandeur. Emily l'aida à décorer, choisissant des rideaux roses et du papier peint avec des étoiles. Elle apprit à Alexander à faire des tresses, à lire des histoires du soir, à simplement être là. Et lentement, miraculeusement, Lily s'épanouit. Ses yeux, autrefois vides, se mirent à briller. Elle riait, d'un rire fort et joyeux qui faisait monter les larmes aux yeux d'Alexander chaque fois. Elle appelait Emily Mademoiselle Emily avec une révérence adorable qui lui faisait fondre le cœur. Une nuit, 2 mois après l'adoption, Alexander se présenta à la porte d'Emily, avec Lily déjà endormie dans ses bras. Elle a insisté pour venir te voir avant de dormir, expliqua-t-il, mais elle s'est endormie en route. Emily les fit entrer, regardant Alexander déposer délicatement Lily sur le canapé et la couvrir d'une couverture. « Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle. Alexander la serra contre lui, ses mains posées sur sa taille. « Quoi ? Je t'aime. » Les mots sortirent simples, directs, vrais. Alexander se figea, les yeux écarquillés. « Quoi ? Je t'aime » répéta Emily en prenant son visage entre ses mains. « J'ai lutté. J'ai essayé de me convaincre que c'était trop tôt, trop rapide. Mais je ne peux plus le nier. J'aime l'homme que tu es devenu. J'aime le père que tu es pour Lily. J'aime » il la fit taire d'un baiser désespéré, reconnaissant, chargé de toute l'émotion qu'il ne savait pas exprimer avec des mots. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. « Je t'aime aussi » murmura Alexander contre ses lèvres. « Je t'aime depuis le moment où tu m'as traité de pathétique et où tu m'as forcé à affronter qui j'étais vraiment. Tu m'as sauvé, Emily. Tu m'as sauvé de moi-même. Nous nous sommes sauvés mutuellement, le corrigea-t-elle. Le lendemain matin, en se réveillant, Emily trouva une petite boîte sur la table de nuit avec un mot « Voudrais-tu prendre le petit déjeuner avec moi ?» et tous les petits déjeuners suivants pour toujours. Ah, dans la boîte se trouvait une simple bague, pas extravagante, pas ostentatoire, juste un délicat anneau en or avec un petit diamant. Emily le trouva dans la cuisine en train de faire des pancakes avec Lily, tous deux couverts de farine et riant aux éclats. « Oui, » dit Emily. Alexander se retourna, les yeux pleins d'espoir. « Oui, oui, je veux t'épouser. Oui à tous les petits déjeuners, oui à tout. » Lily hurla de joie, sautant sur place. « Ça veut dire que mademoiselle Emily va habiter avec nous. » Alexander prit Emily dans ses bras et la fit tourner. « Ça veut dire que nous sommes une famille. » Alexander Ken avait tout eu. Le pouvoir, l'argent, le contrôle. Mais ce n'est que lorsqu'il a perdu le contrôle, lorsqu'une jeune femme courageuse lui a fait affronter le monstre dans le miroir, qu'il a découvert ce que signifiait vraiment tout avoir. Car au final, ce ne sont pas les millions qui nous définissent. Ce sont les petites mains que nous tenons, les cœurs que nous choisissons de protéger, l'amour que nous décidons de mériter, même quand nous pensons ne rien mériter du tout. Emily a appris à Alexander que la rédemption ne s'achète pas. Elle se gagne chaque jour, à chaque choix d'être meilleur que celui que nous étions la veille. Et est-ce là la vérité la plus puissante? Aucun de nous n'est au-delà de toute rédemption. Aucun commencement n'est si sombre qu'il ne puisse se transformer en lumière. Parfois les plus belles histoires naissent des cendres de nos pires erreurs. Et être qu'au fond, cette histoire nous parle aussi de seconde chance, de pardon, de croire que les gens peuvent changer quand ils trouvent enfin une raison d'essayer.